Bonjour, bienvenue sur Conférence Raphaël. Je vous propose de faire aujourd'hui une nouvelle conférence d'hépatogastro-entérologie. Le troisième dossier progressif concernait Guillaume. Guillaume a 21 ans, il a été appendicectomisé à l'âge de 12 ans et il est hospitalisé en urgence pour une douleur épigastrique transfixiante, évoluant depuis une douzaine d'heures, associé à une intolérance alimentaire avec des nausées, des vomissements sans fièvre. Quand vous voyez Guillaume, il est agité, il se recroqueville en chien de fusil pour avoir moins mal, mais son examen clinique est particulièrement pauvre, il ne retrouve qu'une sensibilité de l'épigastre et une discrète tachycardie à 110 par minute. Quelle est votre suspicion diagnostique principale? J'attendais que vous me répondiez réponse C, une pancréatite aiguë. En effet, les autres diagnostics proposés collaient assez mal avec le tableau clinique présenté. Je me permets de vous rappeler que devant une douleur épigastrique, 3 grands syndromes doivent être évoqués. Un syndrome biliaire, un syndrome pancréatique ou un syndrome ulcéreux. Le syndrome pancréatique que nous évoquons ici est posé et retenu sur un faisceau d'arguments. C'est premièrement une épigastralgie, effectivement, dont le siège est l'épigastre, qui a une irradiation transfixiante. Et cette douleur est améliorée par la position en chien de fusil, par l'antéflexion du tronc. Elle est aggravée par l'alimentation et elle s'accompagne d'un petit syndrome vagal avec une tachycardie, avec quelques sueurs, avec quelques problèmes de ce type, mais finalement peu de signes. Élément important, c'est que l'examen clinique est extrêmement pauvre. Quand vous avez un syndrome pancréatique, bien évidemment, qu'est-ce qui le différencie d'un syndrome ulcéreux? Le syndrome ulcéreux, souvent, est d'installation plus subaiguë. C'est une douleur épigastrique, irradiant d'une façon solaire. Cette douleur est améliorée par l'alimentation, aggravée par le jeûne. Elle peut réveiller le patient au milieu de la nuit parce que c'est au moment du pic acide nocturne qu'elle va s'exprimer. Et on va retrouver éventuellement une sensibilité de l'épigastre. Enfin, le troisième syndrome, c'est le syndrome biliaire, qui est une douleur dans 50% des cas épigastriques, mais dans 50% de l'hypochondre droit, qui irradie en hémiceinture ou à l'épaule homolatérale et qui s'accompagne d'un blocage inspiratoire lors de la respiration profonde, aggravé par la palpation de l'air vésiculaire. C'est le syndrome de Murphy. Quand vous êtes face à cette épigastralgie, effectivement, très rapidement, cliniquement, vous allez poser le diagnostic syndromique. Vous allez en rechercher la confirmation soit par une endoscopie pour le syndrome ulcéreux, soit par de la biologie dans le syndrome biliaire et pancréatique, après en avoir éliminé les signes de gravité. Dans le syndrome biliaire, l'examen clé sera l'échographie. Dans le syndrome pancréatique, l'examen clé sera le scanner. Quel diagnostic différentiel, question 2, vous paraît à ce stade le plus envisageable? Devant une douleur épigastrique, même chez ce sujet jeune, le diagnostic qu'il faut évoquer devant les caractéristiques transfixiantes, devant les caractéristiques de douleur extrêmement aiguë, devant le petit syndrome vague associé, eh bien c'est la réponse E, l'infarctus inférieur du myocarde. Les autres diagnostics, la perforation postérieure ulcéreuse bulbaire, c'est un diagnostic de pancréatite aiguë finalement. La pneumopathie infectieuse pourrait être discutée, mais ici, il n'y a pas de signe infectieux. La colique hépatique va donner des douleurs biliaires et non pas pancréatiques. Enfin, l'angiocolite aiguë va donner un tableau ictérique que vous n'aviez pas ici. Question 3. Quels examens complémentaires vous paraissent indispensables pour confirmer votre hypothèse diagnostique? La lipasémie est l'examen indispensable. L'amylasémie n'a pas d'intérêt. La lipasurie a un intérêt de sensibilité et de spécificité au moins aussi bon que la lipasémie, mais attention, cette lipasurie ne sera obtenue qu'au bout de 48 heures. La SP de face n'a aucun intérêt devant cette douleur pancréatique. Quant à l'échographie sus-mésocolique en urgence, elle va avoir un intérêt éventuel dans le diagnostic étiologique, mais en aucun cas dans le diagnostic de la pancréatite elle-même ou de sa gravité. Donc l'échographie ne doit pas être retenue ici. Attention, dans un syndrome biliaire ou dans une angiocolite, l'examen clé à faire, ça sera l'échographie.
Selon les recommandations HAS, le diagnostic biologique d'une pancréatite aiguë doit être réalisé le plus tôt possible, au mieux dans 48 heures dès le début des signes cliniques. La lipasémie a une efficacité supérieure à celle de l'amylasémie. Devant un tableau clinique évocateur, le diagnostic d'une pancréatite aiguë est retenu devant une élévation d'au moins 3 fois la normale du laboratoire. Et en cas de lipasémie inférieure à 3 fois la normale, tenir compte du délai entre le début des signes et le dosage, car, attention, la lipasémie diminue avec la cicatrisation des lésions, et donc une lipasémie un peu plus basse, mais faite un peu plus tardivement, n'élimine pas totalement le diagnostic. Le patient va avoir une radio de poumon qui est sans anomalie, va avoir un électrocardiogramme normal. Les puristes diront qu'il a également un cycle des troponines normal. Et il a le bilan biologique à l'arrivée qui montre des transaminases prédominant sur les azates à 3N pour 2,5 fois d'alate, une gamma-GT qui est à 350 pour une normale inférieure à 40, une phosphatase-alcaline à la limite de la normale, une CRP élevée témoignant d'une inflammation à 54, la lipasémie est à 1210, soit 10 fois la normale, et il existe une élévation de la bilirubine totale à 45, mais avec une conjuguée strictement normale à 3. Quelles étiologies sont à ce stade envisageables? Lithiase de la voie biliaire? Oui. Toute pancréatite aiguë est lithiasique jusqu'à preuve du contraire. Alcool? Oui. Toute pancréatite n'étant pas biliaire sera alcoolique jusqu'à preuve du contraire. C'est viral. Pourquoi pas? Ce ne sont pas des causes fréquentes de pancréatite, mais une réaction pancréatitique au cours d'une pathologie virale chez ce sujet jeune pourrait être une réponse tout à fait acceptable. Des auto-immunes, on ne peut pas l'éliminer non plus. Souvent, la pancréatite auto-immune prend un aspect pseudo-tumoral et est extrêmement sévère et peut être le mode d'entrée dans une maladie de Crohn. Enfin, métabolique, pourquoi pas? Nous n'avons pas son bilan calcique, nous n'avons pas son bilan lipidique, et notamment cette triglycéridémie, et cette pancréatite pourrait faire déceler une maladie métabolique sous-jacente. Donc ici, toutes les réponses sont vraies, en se rappelant que la lithiase d'origine biliaire et l'alcool restent les deux causes largement principales. Quelles sont les étiologies, pour la question numéro 5, sont les plus probables sur ce terrain? Eh bien, la réponse est lithiase d'origine biliaire et l'alcool, ça reste les deux causes les plus probables. Donc j'insistais ici en vous posant 2 fois la même question, mais de façon différente. Et attention, bien retenir que toute pancréatite est biliaire jusqu'à preuve du contraire, et si elle n'est pas biliaire, elle est alcoolique. Quelle étiologie vous semble la plus improbable sur ce terrain? Auto-immune, je vous ai dit pourquoi pas. Métabolique, pourquoi pas. Viral, pourquoi pas. Un sujet jeune, ça pourrait être un mode d'entrée dans une de ces 3 maladies. Génétique, réponse E, là aussi pourquoi pas. Première pancréatite à 21 ans, pourquoi pas une maladie génétique? Quelquefois, dans les pancréatites aiguës génétiques, l'âge de révélation est assez tardif. La réponse D sera retenue ici comme étant l'hypothèse la moins probable. Car nous sommes chez un sujet jeune et que si l'on suit le raisonnement étiologique des pancréatites aiguës, toute pancréatite aiguë est biliaire jusqu'à preuve du contraire. Si elle n'est pas biliaire, elle sera alcoolique. Et devant une pancréatite qui n'est ni B biliaire, ni A alcoolique, eh bien, le diagnostic que vous devez suspecter, c'est une pancréatite C, cancéreuse. Et ce cancer pourra être soit un adénocarcinome de la tête du pancréas, un calculo-cancer ou une tumeur pancréatique de type mucineuse et papillaire dans le cas d'une TIPMP. Néanmoins, la TIPMP et le cancer du pancréas, ce sont, heureusement d'ailleurs, des pathologies du sujet âgé. Et il est fort peu probable qu'elles soient révélées par une pancréatite aiguë chez un sujet de 21 ans. Quel examen morphologique demandez-vous en urgence? Ici, l'examen morphologique à demander en urgence est une échographie abdominale, car elle va permettre non pas de faire un examen morphologique pancréatique, mais cela va permettre de rechercher une étiologie biliaire à la recherche de signes de maladie lithiasique,
lithiase intravésiculaire, sludge, microcalcul, de signes de cholécystite d'accompagnement sous la forme d'un épaississement de la voie biliaire supérieur à 2 mm, sous la forme de signes de dilatation des voies biliaires sous-jacentes. Scanner abdominal non injecté, ça sera un examen morphologique à faire, mais pas en urgence. Il sera plutôt injecté d'ailleurs que non injecté. La bile-IRM pourrait être intéressante à la place de l'échographie, mais ne sera pas obtenue en urgence. Aucun examen morphologique. J'ai presque envie de dire que c'était l'autre diagnostic, l'autre item à discuter ici. Si vous aviez eu chez ce patient une échographie récente qui montrait des calculs, ce n'était pas la peine de faire une échographie dans ce cadre-là. Quels examens vous paraissent alors indispensables ? Eh bien, devant une élévation de la bilirubine libre, l'élément que vous recherchez, c'est une hémolyse. Donc vous allez demander une numération, réponse D, et une réticulocytose, réponse B. En première intention, l'électrophorèse de l'hémoglobine pourra peut-être être discutée dans un deuxième temps. L'échographie abdominale, non. Ça aurait été l'examen à faire en première intention en cas de cholestase. Ça n'est pas une cholestase, donc attention, revenez bien sur les éléments essentiels de l'hémolyse. Je vous rappelle que devant une hémolyse, le premier examen à faire, c'est un hémogramme, en se rappelant que l'anémie est inconstante, mais qu'il existe une régénération avec une augmentation des réticulocytes. Il faudra demander une étude de la morphologie érythrocytaire sur l'âme pour rechercher une hémolyse constitutionnelle ou acquise, et normalement les leucocytes et les plaquettes restent sans particularité. Il faudra doser la bilirubine libre qui est augmentée comme ici, l'aptoglobine qui sera effondrée et les LDH qui peuvent être augmentés. Le test Coombs direct recherchera une hémolyse de nature immunologique, puis en fonction de la situation, on recherchera l'hémoglobine libre prolastique, la recherche d'une hémoglobinurie, et puis d'autres examens très spécialisés de l'hémolyse. Mais voilà à peu près la conduite à tenir qu'il faut connaître sur les pathologies hémolytiques. Le bilan d'hémolyse étant négatif, vous évoquez finalement la possibilité d'une maladie de Gilbert. Concernant la maladie de Gilbert, vous retenez, il s'agit plus d'une particularité que d'une maladie. Oui, moi en consultation, je ne dis jamais à mes patients qui ont un Gilbert, c'est une maladie. Je leur dis, vous avez un Gilbert. Et je ne rentre pas plus loin dans les détails, parce que sinon, quand vous leur parlez de maladie, c'est une inquiétude, alors que finalement, ça n'est pas évolutif et ça n'a pas à être traité, et il faut souvent l'ignorer. Mais il faut avoir fait le diagnostic et surtout avoir éliminé une hémolyse sous-jacente. Elle est fréquente, avec un phénotype qui est présent chez environ 10% de la population, oui. Elle se traduit par des poussées ictériques souvent déclenchées par un stress physiologique, comme le jeûne et l'infection. Et c'est ce qui s'est passé chez notre patient. Il a fait une pancréatite aiguë, donc il a eu un stress physiologique. Il s'est retrouvé à jeun pendant plusieurs jours, et cela a entraîné cette poussée ictérique. C'est une pathologie génétique à transmission autosomique dominante, c'est tout à fait vrai. Il s'agit d'un déficit partiel en glycuronyltransférase, la réponse est vraie également. Là, vous aviez donc 5 items qui correspondent globalement aux choses à connaître sur la maladie de Gilbert. Les diagnostics différentiels de la maladie de Gilbert, c'est la maladie de Crigler-Najjar, dont il existe 2 formes, plus ou moins précoces d'apparition, mais qui sont des problèmes plutôt de gastropédiatrique que de problèmes d'adultes. Compte tenu de cette hypothèse de maladie de Gilbert, quelle étiologie évoquez-vous du coup à la pancréatite aiguë? Et oui, parce que la découverte de cette maladie de Gilbert, et ça aurait été la même chose avec une hémolyse, doit vous faire reconsidérer l'étiologie. Vous avez évoqué une étiologie virale parce que vous n'aviez pas d'autre cause, mais on doit rediscuter l'étiologie. Et l'étiologie, c'est revenir aux fondamentaux de la pancréatite aiguë. Toute pancréatite aiguë est lithiasique jusqu'à preuve du contraire. Et ce patient a pu tout à fait avoir, du fait de sa maladie de Gilbert, et l'apparition de calculs pigmentaires dont la migration a pu entraîner une pancréatite aiguë. Et donc ici, il fallait rediscuter la pathologie lithiasique. La réponse était D. Les autres propositions pouvaient être rediscutées aussi, mais on les avait discutées auparavant et éliminées a priori. En conclusion, une pancréatite aiguë est de suspicion clinique, épigastralgie transfixiante améliorée par l'entreflexion du tronc à l'examen clinique normal, l'hypasémie supérieure à 3N. L'examen morphologique scanner injecté à la 48e heure permettra de faire un élément de sévérité, une évaluation de la sévérité morphologique. Toute pancréatite aiguë est biliaire jusqu'à preuve du contraire ou alcoolique, et sinon elle est cancéreuse jusqu'à preuve du contraire. Et attention, revenez
sur cette dicta, toute pathologie est biliaire jusqu'à preuve du contraire, et si elle n'est pas biliaire, elle est alcoolique, et si elle n'est pas alcoolique, alors elle est cancéreuse. Restez là-dedans, même si les causes, les autres étiologies sont extrêmement nombreuses, mais sont très peu fréquentes. Voilà pour ce dossier sur la pancréatite aiguë. Merci.